Le matin du mariage de ma sœur, ma mère m'a tendu une enveloppe au petit déjeuner. Ce n'était ni une carte, ni un cadeau, mais une enveloppe. Épaisse, couleur crème, scellée avec ce soin délibéré que les gens utilisent lorsqu'ils veulent donner un caractère officiel à leurs actes. Elle l'a déposée à côté de ma tasse de café sans un mot et est retournée à l'îlot central de la cuisine, reprenant le mélange de son thé comme si elle ne venait pas de déposer une grenade sur la table. J'aurais dû la laisser là. J'aurais dû finir mes œufs brouillés, embrasser ma grand-mère sur la joue et monter préparer ma coiffure. Au lieu de cela, je l'ai saisie. Mon prénom était écrit sur le devant d'eux. L'écriture de ma mère. Soignée, précise, les lettres un peu trop serrées. Comme elle écrivait tout, comme si son écriture elle-même ne pouvait se permettre de gaspiller de l'espace. J'ai ouvert l'enveloppe. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour lire les 3 paragraphes, signés par ma mère, mon père et ma sœur, la mariée dont je célébrais le mariage en ce moment même, dont j'avais assisté au dîner de répétition la veille, et dont la robe de demoiselle d'honneur était suspendue dans la chambre d'amis avec mon nom sur l'étiquette. La lettre disait, dans un langage presque corporatiste dans sa froideur, qu'à compter de ce jour, ils retiraient formellement leur reconnaissance à mon égard. En tant que membre de cette famille, que mes choix, ma carrière, mon appartement, mon refus d'accepter le poste que mon père m'avait proposé dans son entreprise montraient clairement que je ne valorisais pas ce que cette famille avait bâti, qu'il me souhaitait bonne chance, et qu'il considérait cette affaire comme close. J'ai posé la lettre. Ma mère m'observait depuis l'autre côté de l'îlot, son thé à mi-chemin de ses lèvres. Nous pensions qu'il valait mieux le faire maintenant, a-t-elle dit, avant la cérémonie, pour qu'il n'y ait aucune confusion sur la situation. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai regardé à nouveau la lettre. Je l'ai pliée soigneusement selon son pli d'origine, je l'ai glissée dans l'enveloppe et je l'ai rangée dans la poche de mon peignoir. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Je ne pense pas que ce soit la réaction qu'elle avait préparée. J'ai fini mon café. J'ai porté mon assiette à l'évier. Je suis montée, je me suis assise devant le miroir de la chambre d'amis et j'ai commencé à me coiffer. Je m'appelle Claire. J'ai 31 ans. Et le matin où j'ai été formellement exclu de ma famille, je portais un peignoir en soie, je mangeais des œufs brouillés, et j'avais déjà tranquillement, prudemment, sans en parler à personne dans cette maison, tout changé. Mais je m'avance. Mon père a bâti son entreprise à partir de rien, et il ne nous l'a jamais laissé oublier. Hargrove Conseil a commencé comme deux gars dans un bureau de centre commercial en 1989, et à ma naissance, c'était devenu quelque chose de concret, une entreprise de taille moyenne respectée dans notre région. Le genre d'entreprise dont vous reconnaissez le nom si vous travaillez dans l'immobilier commercial ou la gestion de construction depuis assez longtemps. Mon père en était fier comme d'autres hommes sont fiers d'eux. Leurs enfants. Intensément, personnellement, d'une manière qui ne laissait pas beaucoup de place à d'autres interprétations. Ma sœur Danielle était entrée dans l'affaire dès la sortie de l'université. Elle avait la bosse des affaires et, plus important encore, le don de dire à mon père exactement ce qu'il voulait entendre tout en lui faisant croire qu'il l'avait imaginé lui-même. Elle était douée dans son travail. Elle était aussi très douée pour être la fille qu'il préférait, présente, agréable, et entièrement centrée sur le point de gravité familial. J'aimais ma sœur. Je veux que ce soit clair. Il est possible d'aimer quelqu'un tout en comprenant, après des années d'observation attentive, qu'il a fait de votre effacement son projet. Danielle ne me détestait pas. Elle trouvait simplement utile, de sans manière petite et indéniable, de s'assurer que je sois toujours un peu plus petite qu'elle aux yeux de nos parents. Je voulais être architecte paysagiste depuis mes 19 ans, quand, assise dans un cours optionnel sur le design environnemental, j'ai senti pour la première fois que
quelqu'un décrivait l'intérieur de ma tête dans une langue dont j'ignorais l'existence. L'intersection de l'art, de l'écologie et de l'urbanisme, la façon dont un espace public bien conçu pouvait changer la façon dont les gens évoluaient dans leur quotidien sans qu'ils ne comprennent jamais pourquoi. Jean était obsédé. Mon père pensait que c'était un passe-temps. Tu pourras dessiner des jardins le week-end, m'avait-il dit l'été avant ma dernière année d'université. Viens dans l'entreprise, je te mettrai au développement de projet. Tu seras doué pour ça, Claire, tu as l'œil. Il n'avait pas tort sur le fait que j'avais l'œil. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était que mon œil appartenait à autre chose. J'ai dit non, puis j'ai dit non à nouveau l'année suivante, alors que je terminais mon master et qu'il m'offrait à nouveau le poste avec un meilleur titre. Et j'ai dit non une troisième fois, 18 mois plus tard, quand ma mère s'est assise en face de moi dans un restaurant et m'a expliqué calmement, au-dessus d'une salade Cobb, que mon père ne m'attendrait pas éternellement. Que l'opportunité qu'il m'offrait était plus que ce que la plupart des gens obtenaient, et que mon refus embarrassait la famille devant des gens qui comptaient. Je travaillais dans un cabinet d'architecture paysagiste de taille moyenne depuis un peu plus d'un an à ce moment-là. Je faisais du bon travail, pas du travail de première page, je ne dirigeais pas encore de projet. J'apprenais, comme on le fait durant ces premières années, à absorber tout et à me rendre indispensable par des tâches petites et ingrates. J'avais aussi, les soirs et les week-ends, bâti autre chose, quelque chose dont je n'avais pas parlé à ma famille, quelque chose dont je n'avais parlé à presque personne. La conversation au restaurant s'est terminée par ma mère me regardant avec ce que j'avais fini par considérer comme son expression de verdict, comme si elle avait fait les calculs et abouti à une conclusion définitive. Tu as toujours dû faire les choses à ta manière, la plus difficile, a-t-elle dit. Je ne sais pas d'où cela vient. J'ai payé ma part de l'addition. J'ai conduit jusqu'à chez moi. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai continué à travailler. Le fait d'être sous-estimé par des gens qui vous connaissent bien a une texture particulière. Ce n'est pas comme être un inconnu que l'on ignore. C'est plus spécifique. Il y a un historique. Il y a des preuves. Chaque fois que ma mère changeait de sujet quand je parlais de mon travail, chaque fois que mon père demandait l'avis de Daniel sur quelque chose lié au secteur et ne pensait pas à demander le mien, chaque fois que Daniel m'appelait pour se plaindre de sa semaine, passait 45 minutes à parler. Puis disait, enfin, assez parlé de moi. Comment vont les choses, sur un ton qui rendait clair qu'elle n'avait que 4 minutes d'intérêt à m'accorder. Tout cela s'accumulait, non pas comme de l'amertume, mais plutôt comme de la clarté. Ils avaient une version de moi qu'ils avaient décidé être la bonne, la fille talentueuse mais peu pratique. Qui faisait une erreur mais dont l'erreur était au moins prévisible et contenue. Qui finirait par se ranger ou pas, mais qui, dans les deux cas, n'était pas une variable affectant significativement la trajectoire de la famille. Je les ai laissés garder cette version. C'était utile. Ce que je bâtissais les soirées week-end, dans la deuxième chambre de mon appartement transformé en bureau, était mon propre cabinet de conseil en design. Petit au début, juste moi et un entrepreneur de confiance, avec une liste de clients que j'avais cultivés. Lentement, prudemment, en faisant un travail exceptionnel et en demandant des recommandations à ceux qui l'avaient vu. Je l'ai appelé Meridian Studio. Je l'avais enregistré en tant que société 18 mois avant le matin du mariage de ma sœur. J'avais 7 contrats en cours. Je venais de signer une lettre d'intention avec un service des parcs municipaux à 3 états de distance. Qui, si cela se concrétisait, serait la plus grande commande publique que j'ai jamais eue. Je n'en avais parlé à personne dans ma famille. En partie par stratégie. En partie par instinct de survie. Il y a quelque chose dans un rêve qui est encore assez petit pour être fragile. Vous apprenez à le tenir à l'écart.
De ceux qui ont tendance à manipuler vos choses fragiles avec négligence. Au moment du mariage de Daniel, Meridian Studio n'était plus fragile, mais il ne le savait pas. La cérémonie a eu lieu dans un vignoble à 40 minutes de la ville. Daniel l'avait planifié avec l'intensité de quelqu'un qui désamorce une bombe, chaque détail considéré, documenté, délégué. Je me suis tenu au bon endroit. J'ai souri dans la bonne direction. J'ai tenu mon bouquet à la bonne hauteur parce qu'elle nous avait littéralement envoyé un schéma. Ma grand-mère m'a trouvé pendant l'apéritif, près du bout de la pergola où la lumière était belle et la musique juste assez basse pour discuter. Elle avait 78 ans et la posture de quelqu'un qui, il y a des décennies, avait décidé que sa vachir n'en valait pas la peine. Ta mère m'a tout dit, a-t-elle dit sans préambule. Je m'en doutais. Elle semblait s'attendre à ce que je sois en colère contre toi. Ma grand-mère a regardé les vignobles, lors de fin d'après-midi se posant sur les rangées de vignes. Je lui ai dit que j'allais te trouver pour te serrer dans mes bras à la place. Elle l'a fait. Elle m'a serré longuement. Est-ce que ça va, a-t-elle demandé. Je vais plus que bien, ai-je répondu. Je pense que c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Elle s'est reculée et m'a regardé avec cette intensité particulière. De ceux qui ont assez vécu pour connaître la différence entre la bravade et la vérité. Raconte-moi, a-t-elle dit. Alors, je lui ai raconté. Pas tout, il n'y avait pas assez de temps et les traiteurs commençaient à déplacer les invités vers la tente, mais assez. L'entreprise, les contrats, la lettre d'intention pour laquelle j'avais reçu un appel 4 jours plus tôt, 2 jours avant le dîner de répétition, auquel j'avais assisté pendant que mon père portait un toast sur l'héritage, la famille et le fait de bâtir quelque chose qui dure. Ma grand-mère a écouté, les mains jointes, les yeux très brillants. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant, a-t-elle demandé quand j'ai fini. Toi, ai-je dit. Maintenant. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a souri, pas ce sourire social poli qu'elle utilisait lors d'événements comme celui-ci, mais l'autre, celui que j'avais vu toute ma vie. Quand elle était sincèrement ravie. Va profiter de la fête, a-t-elle dit. J'ai le sentiment que le reste va se régler tout seul. Le dîner a été long. Les discours l'étaient encore plus. Celui de mon père fut le dernier officiel de la soirée, et il y avait clairement passé du temps. C'était poli d'une manière que ses discours habituels n'étaient pas, avec une structure et quelques phrases qui ont bien fonctionné, faisant rire la salle au bon moment. Il a parlé de Daniel. Il a parlé de la famille. Il a parlé de ce que signifiait bâtir quelque chose qui mérite d'être transmis. Il ne m'a pas regardé pendant qu'il parlait. J'étais assise avec mes compagnons de table assignés, les amis d'université de Daniel, principalement des femmes que j'avais rencontrées lors de divers événements au fil des ans, qui avaient toujours été gentilles avec moi avec cette réserve prudente des gens qui sentent une situation familiale compliquée et préfèrent ne pas s'impliquer. Nous avons parlé de leur travail, de leurs enfants, du vin du vignoble, de savoir si les restrictions alimentaires avaient été bien respectées. C'était correct. C'était exactement le genre de soirée que l'on traverse et dont on ne garde aucun souvenir. Ce dont je me souviens, c'est de ce qui s'est passé à 20h47, quand mon téléphone a vibré contre ma cuisse et que j'ai jeté un coup d'œil sous la nappe. C'était un email, un communiqué de presse transmis par l'agence de relations publiques que j'avais engagé 2 mois plus tôt pour m'aider avec le premier grand moment public de Meridian Studio. L'objet disait « Meridian Studio nommé vainqueur ». L'annonce officielle de la National Urban Design Initiative sera publiée demain à 9h. Je savais que cela arrivait. J'avais postulé pour le prix. J'avais été sur la liste restreinte. J'avais reçu un appel 10 jours plus tôt, m'annonçant que nous avions gagné
Ce que je n'avais pas encore pleinement intégré alors que j'étais assise sous une tente de vignoble en regardant mon père faire un discours sur l'héritage, c'était ce que cette annonce allait provoquer. La National Urban Design Initiative n'était pas un prix de niche. C'était le genre de nouvelle qui est reprise partout. Elle avait une liste de presse. Elle avait des organisations partenaires. Elle atteignait des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Meridian Studio. Elle atteignait des gens comme la femme assise à 2 tables de la mienne, que je n'avais pas remarqué. Jusqu'à ce moment-là. Une femme que j'avais reconnue dans des publications spécialisées et qui dirigeait le bureau de développement régional pour l'une des plus grandes associations à but non lucratif d'urbanisme du pays, et qui apparemment était venue à ce mariage parce qu'elle était amie de la famille du marié. Elle ne m'avait pas encore remarqué. J'ai rangé mon téléphone. J'ai fini mon vin. J'ai regardé ma sœur couper le gâteau, le donner à son mari et rire à quelque chose qu'il lui murmurait, et j'ai ressenti, assise là avec la lettre de reniement dans la petite poche de mon sac de demoiselle d'honneur. Quelque chose qui n'était pas tout à fait de la satisfaction et pas tout à fait de la tristesse. C'était plutôt comme un aboutissement, comme si quelque chose qui était resté irrésolu depuis très longtemps se résolvait enfin, tranquillement. Le lendemain matin, j'étais de retour dans mon appartement quand mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord, c'était mon collègue Marcus qui a envoyé un SMS. À 9h03, c'est en ligne. Tu dois regarder ta boîte de réception. Ensuite, l'agence de relations publiques. Puis, un journaliste d'une publication spécialisée. Ensuite, quelqu'un avec qui j'avais travaillé 3 ans plus tôt. Et dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis. À 10h30, la femme de l'organisation à but non lucratif, je l'appellerai Patricia car son nom n'a pas besoin d'être ici, m'avait envoyé un message LinkedIn professionnel et mesuré qui se terminait par « Je n'avais aucune idée que nous étions au même mariage hier soir. J'adorerais trouver un moment pour discuter cette semaine. » Je lisais cela à ma table de cuisine, en pyjama avec une tasse de café, quand ma mère a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé. J'ai encore laissé aller. Mon père a appelé. J'ai laissé aller. Daniel a appelé de ce que je suppose être sa chambre d'hôtel de lune de miel, ce qui signifiait que quelqu'un avait jugé cela assez important pour interrompre le lendemain de son mariage, et j'ai laissé aller aussi. Je me suis versé une 2e tasse de café. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai commencé à répondre aux emails qui comptaient vraiment. Les messages vocaux sont arrivés dans une progression qui aurait été presque intéressante si je n'avais pas passé 31 ans à apprendre à lire les courants émotionnels de ma famille. Le premier message de ma mère était sec et prudent. Elle avait vu des choses en ligne. Elle pensait que nous devrions parler. Elle voulait que je sache qu'elle faisait un pas vers moi. Le 2e message de ma mère était plus long et moins prudent. Elle a utilisé l'expression « cela nous affecte tous », sans préciser comment, exactement, le fait que je gagne un prix de design affectait des gens qui m'avaient formellement exclu de la famille la veille. Le message de mon père était le plus court. Il a prononcé mon nom. Il a dit qu'il avait vu l'annonce. Il a dit qu'il pensait que nous devrions nous réunir. Le message de Daniel fut celui qui m'a le plus surprise, non pour ce qu'il disait, mais pour sa texture. Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas tout à fait du regret, quelque chose de plus proche d'une recalibration, comme si elle faisait le même calcul que ma mère avait fait autour de cette salade. Comme il y a des années, et qu'elle arrivait à une réponse différente. Claire ? A-t-elle dit, je sais que le timing est particulier. Je ne savais rien de tout ça. Je pense qu'on devrait parler. Je les ai tous écoutés une fois. Puis, j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et je suis retourné à mon ordinateur.
Ma grand-mère a appelé à midi. J'ai répondu immédiatement. Je l'ai vu, a-t-elle dit. Patricia, quelqu'un de cette association à but non lucratif a posté à ce sujet. Je sais. Elle m'a envoyé un message. Ta mère m'a appelé 3 fois ce matin. Je suis désolé. Ne le sois pas. Ça m'a donné quelque chose à faire, une pause. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y réfléchissais depuis 9h03, non pas avec l'urgence que ma famille semblait attendre, non pas avec le sentiment qu'il s'agissait d'une crise nécessitant une gestion immédiate, mais avec le genre de considération lente et honnête que j'avais appris à appliquer aux choses qui comptaient réellement. Je vais prendre un café avec Patricia, ai-je dit, et je vais répondre aux journalistes, et je vais continuer à travailler. Et tes parents? Pas encore, ai-je dit. Peut-être pas avant un moment. Une autre pause. Je pouvais l'entendre. Respirer, calme et sans précipitation. Tu ne vas pas les laisser revenir. Facilement, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Ils m'ont donné une lettre, grand-mère. Ils l'ont signée. Tous les 3. Je sais. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, et je le pensais. Je ne le suis vraiment pas. Mais je ne peux pas non plus faire semblant qu'une bonne semaine efface ce qu'ils ont décidé un mardi ordinaire. Les gens ne peuvent pas faire ça. Elle est restée silencieuse un moment. Quand elle a reparlé, sa voix était quelque chose pour laquelle je n'avais pas de mots précis, chaleureuse et triste, et aussi, en dessous, une sorte de satisfaction qui n'avait rien à voir avec la douleur de quiconque. Tu sais, a-t-elle dit, quand tu avais 7 ans, tu as redessiné le jardin arrière sans demander à personne. Tu es juste sorti un samedi et tu as commencé à bouger des choses. Ta mère était furieuse. Je m'en souviens. Le jardin était plus beau. N'importe qui pouvait voir qu'il était plus beau. Ta mère savait qu'il était plus beau. Elle était quand même furieuse. Elle a fait une pause. Certaines personnes ne savent pas comment être fières de quelque chose qui ne s'est pas passé comme elle l'avait prévu. J'ai rencontré Patricia 11 jours plus tard dans un café près de son bureau. Nous avons parlé pendant 2h30. À la fin, elle m'avait présenté à 2 collègues par SMS, et nous avions prévu un suivi pour la semaine suivante. La lettre d'intention de la commission des parcs municipaux s'est transformée en contrat signé 6 semaines après le mariage. J'ai intégré Marcus comme associé à Meridian Studio à la fin de cette année-là. Au printemps suivant, nous avions une équipe de 4 personnes et une liste d'attente. Ma famille a tenté plusieurs approches au cours des mois qui ont suivi. L'approche de ma mère était de faire comme si la lettre avait été un malentendu, non pas en l'abordant directement, mais en m'envoyant le genre de messages familiaux ordinaires supposant que nous fonctionnions selon les anciennes règles. Une recette qu'elle pensait que je pourrais aimer. Un mot sur la fête pour le bébé de ma cousine. Comme si l'enveloppe couleur crème n'avait tout simplement jamais existé. L'approche de mon père a été de faire appeler mon assistant par le sien. Ce qui m'a permis de découvrir qu'il avait cherché les coordonnées de Meridian Studio pour demander une réunion. Mon assistant lui a dit que je n'étais pas disponible, ce qui était vrai et n'était pas non plus le sujet. L'approche de Daniel était la plus élaborée. Elle a envoyé une carte, manuscrite, assez longue pour être sincère et pas assez longue pour être complète. Elle a dit qu'elle aurait aimé savoir. Elle a dit qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle attendait de moi différemment. Elle a dit qu'elle pensait qu'on devrait déjeuner ensemble. J'ai lu la carte 3 fois. Je l'ai mise dans un tiroir. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai déjeuné avec Daniel en octobre, presque 5 mois après le mariage. Nous sommes allés dans un endroit qui n'était pas un de nos lieux habituels, un terrain neutre, ce qui semblait juste. Elle s'était coupée les cheveux.
Elle avait l'air fatiguée, de cette manière dont les nouveaux mariages ont parfois l'air quand l'énergie du mariage se dissipe et que vous vous retrouvez avec la forme réelle de votre vie. Nous avons parlé un moment de choses superficielles, son travail, dans lequel elle était douée, son mari, qui semblait la rendre heureuse de cette manière stable et sans drame qui étant fait la meilleure, le projet sur lequel je travaillais à Portland. Sur lequel elle m'a interrogé avec ce qui semblait être une curiosité sincère et auquel j'ai répondu honnêtement. Finalement, elle m'a regardé à travers la table et a dit, j'ai signé cette lettre. Je sais. Je ne pense pas avoir pleinement compris ce que je signais. Je l'ai regardé. J'ai pensé à toutes ces petites choses indéniables. J'ai pensé aux 45 minutes et aux 4 minutes. J'ai pensé à son téléphone, stable dans sa main à cette table de restaurant, attendant mon effondrement. Je pense que tu comprenais plus que ce que tu ne dis, ai-je dit, doucement, parce qu'elle était toujours ma sœur et que je l'aimais toujours, mais clairement, parce qu'il y avait eu assez de l'autre genre de conversation entre nous. Elle n'a pas argumenté. Cela m'a surprise. Elle a regardé son verre d'eau, puis m'a regardé et a dit, tu as probablement raison. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. J'y ai pensé depuis. Nous avons fini de déjeuner. Nous nous sommes serrés dans nos bras sur le parking. Nous nous sommes parlé quelques fois depuis, des conversations prudentes, honnêtes, qui n'ont rien de l'ancienne texture, mais qui construisent, lentement, quelque chose qui pourrait éventuellement être ça. Propre chose. Avec mes parents, cela a été plus difficile. La lettre se dresse entre nous comme un fait, et les faits ne se dissolvent pas parce que les circonstances ont changé. J'ai eu 2 appels téléphoniques avec ma mère qui ont été civils et n'ont mené nulle part. Mon père et moi ne nous sommes pas parlé. Je ne sais pas comment cela se termine. Je ne suis pas sûr que cela se termine. Je me suis fait une raison avec l'idée que c'est une question que je porte, plutôt qu'une question que je résous. Ce que je sais, c'est ceci, le matin où ma mère m'a tendu cette enveloppe, elle attendait quelque chose de moi, une réaction, des larmes ou des supplications, ou le genre particulier d'énergie furieuse qui vient quand on se sent pris au piège. Elle et mon père avaient construit un moment, et la mise en scène exigeait que je joue mon rôle. Je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je n'étais pas blessé, je l'étais. De cette manière profondément silencieuse dont les choses blessent quand elles confirment ce que vous espériez ne pas être vrai. Mais parce que la chose que j'avais passée 4 ans à construire dans cette 2e chambre m'avait donné quelque chose dont il ne pouvait pas rendre compte, une fondation dont il n'avait pas fait partie et qu'il ne pouvait pas détruire. Il pensait que la lettre était une fin. C'était en réalité le moment où j'ai arrêté d'attendre leur permission pour être la personne que j'étais déjà devenue. Ma grand-mère m'a appelé la semaine où le projet de Portland a commencé. Elle avait vu une photographie que j'avais postée du site à ses débuts, l'équipe assemblée, la qualité particulière de la lumière du Pacifique Nord surtout. Qu'est-ce que ça fait, a-t-elle demandé. Je suis resté là un instant avec mon téléphone, regardant le terrain qui allait devenir quelque chose dans lequel les gens marcheraient lors de mardis matins ordinaires et se sentiraient mieux sans savoir pourquoi. Comme un jardin, ai-je dit, qui s'est révélé meilleur que ce que n'importe qui avait prévu. Elle a ri. J'ai ri. Quelque part à travers le pays, j'ai imaginé ma mère remuer son thé. J'ai imaginé mon père dans son bureau, avec son entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien et dont il était si fier qu'il n'avait jamais appris à être fier d'autre chose. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. J'ai marché vers mon équipe. J'ai continué à avancer.